Bonjour, de nouveau, nous voici dans cette émission télévisée concernant la nouvelle propriété que j'ai achetée et que je vais rénover, mettre en exploitation à Saint-Épin, dans l'Indre-et-Loire, proche de Tours. Donc, j'espère que vous avez déjà vu les vidéos précédentes. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, elles sont toujours là, vous pouvez y aller. La dernière fois, nous avons parlé de l'achat, maintenant nous allons parler de l'équipe. Derrière moi, vous avez sur le tableau les personnes qui aujourd'hui constituent l'équipe, donc non seulement de rénovation, mais vous allez voir également de commercialisation et même d'achat avec lequel je fonctionne pour pouvoir tenir les délais, c'est-à-dire pour pouvoir ouvrir le gîte à peu près vers le 3 avril de l'année prochaine. Donc en tout, entre la vente et le début d'exploitation, il va se passer à peu près 6 mois. Alors pour moi, 6 mois, c'est déjà très très long, mais en l'occurrence, c'est le temps nécessaire pour trouver justement cette fameuse équipe, la constituer, pour à recevoir les devis des artisans, pour pouvoir les comparer, pour pouvoir les retravailler, et ça c'est notre prochaine vidéo, et puis faire les travaux, démarrer les travaux, et bien évidemment aussi plein d'autres choses dont on parlera au fur et à mesure. Bien évidemment, ces 6 mois, alors ça peut paraître court, ça peut paraître long, en réalité, ils ne sont possibles que parce qu'on a déjà travaillé sur le permis de construire. Que le permis de construire, on l'a déjà eu, et que le délai de 2 mois de recours, notamment des voisins, a expiré en réalité il y a même quelques jours. Si j'avais pu commencer les travaux avant, même sans attendre que le délai soit expiré, je l'aurais fait. Pourquoi? D'abord parce qu'on est à la campagne et qu'en fait le risque qu'il y ait des voisins qui râlent sont très très rares. La deuxième chose, c'est parce que tant qu'on travaille à l'intérieur des bâtiments, en réalité, le permis de construire, il ne sert pas à grand-chose, puisque personne n'est susceptible de venir vérifier à l'intérieur des bâtiments, et en tout cas certainement pas la mairie. Bref, donc pour dire que l'équipe donc est maintenant constituée, les travaux bien évidemment ont démarré, et dans cette équipe, vous avez d'abord et avant tout le maître d'œuvre. Donc le maître d'œuvre aujourd'hui, il s'appelle Dimitri. Donc Dimitri, il organise le chantier, il vérifie que les choses sont faites dans les règles de l'art, il vérifie que les artisans sont payés, ça peut être aussi une bonne idée. Donc que les artisans tiennent leurs délais, qu'ils font ce qu'ils ont à faire, qu'ils font les choses correctement, que ça correspond au cahier des charges. Il coordonne les artisans entre eux et au démarrage du chantier, il sollicite des artisans, donc il m'en propose. Donc il remplit mon carnet d'adresses quelque part et il leur demande également les devis. Donc les devis, il les compare, etc. Il les fait retravailler et c'est généralement un travail un petit peu compliqué. Donc j'avais déjà travaillé avec un autre maître d'œuvre pour des chantiers précédents que je n'ai pas repris sur ce projet-là. Pourquoi? Eh bien, non pas que j'en étais fondamentalement insatisfaite, mais il se trouve que j'avais eu un petit pépin, un petit dégât des eaux suite aux travaux, que ce maître d'œuvre s'était engagé à venir pour refaire un bout de peinture et changer 4 lames de parquet qui avaient été abîmées. Il ne l'a jamais fait, il a oublié le service après-vente, il a oublié de faire ce qu'il avait dit. Pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas responsable de ce qu'il fait, donc je ne peux pas travailler avec. Donc je ne retravaillerai plus jamais avec et je ne le recommanderai plus jamais à personne dans la région. Je trouve que c'est un peu bête pour quelque chose de l'ordre de 500 € de frais pour refaire le mur et le parquet. Tant pis, c'est comme ça. Donc ça c'est pour le maître d'œuvre, celui-là m'a été recommandé et j'espère que ça va très bien se passer. Il m'a donc proposé un certain nombre d'artisans et moi je lui ai également proposé un certain nombre d'artisans. Sur un projet comme ça, on a un maçon, on a un couvreur, il faut vérifier, il y a plusieurs bâtiments, il va falloir vérifier qu'il n'y a pas de fuite dans les toits, il va falloir rajouter des Velux dans les toits. On va avoir un plaquiste pour isoler les murs, isoler le toit éventuellement, rajouter donc du placo le long des murs. On va avoir un peintre, on va avoir un plombier, un électricien,
On va également avoir un carreleur pour les salles de bain. Un terrassier, bien évidemment. L'eau, l'électricité, ça va passer dans des canalisations, dans des tuyaux. Il va falloir ouvrir la propriété telle que je vous l'ai montré la dernière fois, faire passer les câbles qu'il faut, les gaines qu'il faut pour qu'à l'intérieur on fasse passer les câbles pour relier au compteur électrique, au compteur à eau. Donc ça c'est le terrassier. Il va y avoir également une personne spécialiste de l'assainissement. On est à la campagne, il n'y a pas tout à l'égout. Ça veut dire des fosses septiques, ça veut dire des microstations, ça veut dire des solutions d'assainissement individuel. Et Dieu sait que ça c'est un truc un petit peu sophistiqué et compliqué. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai oublié également le pisciniste qui va intervenir, puisque le pisciniste il va intervenir pour faire sa piscine, avec le terrassier qui va faire le trou, avec un maçon qui va faire maçonner l'espace piscine, et le pisciniste qui va effectivement mettre les équipements nécessaires par rapport à ça. Donc ça c'est grosso modo à peu près 10 corps de métier, j'en ai peut-être oublié un, qui vont intervenir, qu'il va falloir coordonner pour que tout se passe au mieux. Alors, certains m'ont été proposés par le maître d'œuvre, il m'a généralement proposé 2 personnes, et on a comparé les devis. C'est la prochaine vidéo, je vous montrerai, et j'ai choisi donc parmi ces 2 personnes un des 2 artisans, un maçon parmi ceux qui m'a proposé, un plaquiste parmi ceux qui m'a proposé, le couvreur, il se trouve que c'était un couvreur que je connaissais déjà, que moi j'aurais pu lui proposer et qui travaille aussi avec lui, donc là on était tous les 2 d'accord, etc. Et puis moi j'ai proposé aussi un certain nombre de personnes. J'ai proposé notamment un électricien, et j'allais dire j'ai recommandé qu'on travaille avec lui. Pourquoi? Parce que c'était une personne avec qui j'ai déjà travaillé, que j'aime bien, qui travaille bien, et j'avais donc juste envie de retravailler avec lui. Alors on pourrait dire à partir du moment où on a déjà travaillé dans une région, on connaît des artisans, ça va être beaucoup plus simple parce qu'on va les reprendre. Sauf qu'entre-temps, il y en a, ils ont arrêté de travailler. C'était le cas du plombier avec qui j'avais bossé, bien certes, mais il a arrêté son activité. Donc, il a fallu en trouver un autre. Ça peut être aussi parce que des personnes ne nous ont pas satisfaits. Il y a eu un électricien, un premier électricien avec qui j'ai travaillé, je n'avais pas du tout envie de retravailler avec lui. Il y avait un maçon avec qui j'ai travaillé, je n'avais pas du tout envie de retravailler avec lui. Donc ça, oui, c'est effectivement 2 corps de métier, entre guillemets, où il faut rechercher du monde parce que je les ai perdus parce que pas satisfaites. Et puis il y a aussi des personnes qui n'ont juste pas le temps. Le peintre à qui j'avais demandé un devis nous a répondu qu'il était trop occupé, il avait trop de chantiers en cours et que donc il n'allait pas pouvoir être disponible pour ce chantier. Donc c'est pareil, c'est une carte qui tombe. Dans ces cas-là, eh bien on en cherche d'autres. On fait marcher le bouche à oreille, on peut prendre l'annuaire internet et juste appeler pour demander aux gens si ils sont disponibles, ils sont intéressés par le chantier, etc. Et puis donc le maître d'œuvre, il sert aussi à avoir des artisans à nous proposer. Donc ça enrichit encore une fois le carnet d'adresses. Néanmoins, dans cette équipe, si vous regardez, vous n'avez pas que le maître d'œuvre et les artisans. Vous avez aussi un monsieur qui s'appelle Sébastien. Alors Sébastien, qui est-ce? Je vous l'ai dit quand je vous ai présenté le projet, il y a une maison qui est déjà construite, qui est en bon état, qui est à relooker plus qu'à rénover. Donc ça, c'est le bâtiment A. Si vous allez voir la vidéo précédente, le plan que je vous ai montré. Et puis, vous avez les bâtiments à rénover. B, C, D, E. Les artisans, ça fait bien le gros œuvre. Ça fait bien les trucs où on avance. Par contre, le détail, c'est assez compliqué. Un électricien, ça va mettre les branchements, mais ça ne va pas fixer les appliques. Et donc, effectivement, à un moment donné, soit vous le payez en plus pour mettre les appliques, soit les appliques, les radiateurs, plus un certain nombre de trucs. Donc, soit vous le payez en plus pour mettre les appliques et les radiateurs, soit vous prenez quelqu'un pour le faire, soit vous le faites vous-même, mais les radiateurs ne se montent pas tout seuls, malheureusement. Donc, Sébastien, il est là pour ça. Je me suis dit à un moment donné qu'effectivement, je ne voulais pas engager trop d'argent dans la maison principale, la fameuse maison jaune. Je ne voulais pas, j'avais besoin de quelqu'un pour monter les meubles. Parce que les meubles, c'est pareil. Les radiateurs ne se montent pas, les meubles non plus.
Donc les meubles, je vais les faire livrer à un moment donné. Il va falloir les monter des lits, monter des armoires. Ça prend du temps et ça prend même beaucoup de temps, surtout quand on est sur une grande surface. Encore une fois, à la fin, on va avoir une quarantaine de couchages. Donc 40 couchages, 50 en été, 40 en hiver. C'est 40 lits ou avoisinants. C'est des armoires, c'est des tables de chevet, c'est des appliques au mur dans toutes les chambres, ou des halogènes, ou j'en sais rien. Mais donc, bien tout ça, ça se monte. Donc Sébastien, c'est un auto-entrepreneur qui d'ailleurs s'installe en multiservice. Donc il était super content, moi j'étais contente de le trouver et lui également. Je suis sa première cliente. Je lui donne du travail pour 4-5 mois et suffisamment de travail pour qu'il puisse démarrer, vraiment pour qu'il soit confortable à aller chercher d'autres clients. Il va donc faire la rénovation de la maison principale, relooker la cuisine, relooker le salon, remettre un coup de blanc à la place du jaune, mettre un lino dans la salle de bain pour la rénover, la rajeunir un petit peu, mettre des cadres au mur, changer les appliques, changer les prises électriques, les interrupteurs parce qu'ils ont été tous peints en jaune. Les propriétaires aimaient bien le jaune. Donc on va enlever le jaune, on va mettre des interrupteurs neufs. Donc il fait quoi? Il peut aller au magasin, il va faire les courses, il ramène les interrupteurs, il change les interrupteurs, il remet un coup de peinture, il va monter un meuble, il va m'aider à aménager la maison. Il a aussi, au démarrage, il m'a aussi permis de vider les espaces qui allaient être rénovés parce qu'il reste toujours des choses quand il y a une vente, il reste un vieux portail dans un coin, il reste un bidon dans l'autre, il reste un établi qui n'a rien à faire là mais qui est encore dans la grange. Donc il a vidé les granges pour que les artisans puissent travailler. Il va monter les meubles au fur et à mesure, il donne un petit coup sur le jardin, donc il fait plein de choses. Et après les travaux, après que les artisans soient passés, en fait, il va s'occuper des finitions. Donc Sébastien, c'est le bricoleur en chef. Sur le tableau, vous avez également Camille. Alors Camille, elle fait quoi? Si Sébastien, c'est le bricoleur en chef, Camille, c'est mon acheteuse en chef. C'est ma directrice des achats. C'est ma directrice des achats, pourquoi? Eh bien parce qu'au moment de démarrer le projet, je savais que j'avais par exemple besoin d'une véranda, puisque je vais agrandir la salle de réception avec une véranda. Donc, j'ai envoyé un petit mail à des fabricants de vérandas, Véranda Akena et d'autres, pour dire Youpi, est-ce que vous pourriez me faire une proposition, un devis, me dire si vous faites ça? Ils m'ont téléphoné, normal, pour me dire ah oui, allô, voilà, on voudrait bien vous faire un devis, mais on a besoin de vous parler. Et je me suis rendu compte que, entre le moment où je les avais. Je leur avais envoyé le petit mail où je les avais contactés et le moment où j'ai commencé à me dire qu'il fallait que j'ai Camille à ma disposition, ou en tout cas qui m'aide, il s'est largement passé 15 jours. Pendant ces 15 jours-là, moi, j'ai pas avancé, j'ai fait d'autres choses, mais je n'avais pas le temps pour les prendre au téléphone. Eux, ils m'ont appelé une fois, deux fois, trois fois, 10 fois et ils en avaient juste marre, donc ils n'avaient plus du tout envie de m'appeler. Et ma véranda, j'avais toujours pas de devis, elle n'avait toujours pas avancé et je ne savais toujours pas où j'allais. Donc c'est là où ça m'a permis de me dire, ok, tu as une véranda à faire, tu as un bloc sanitaire à faire, tu veux mettre des cabanes, il va falloir que tu trouves les cabanes, tu veux mettre des tentes, il va falloir que tu trouves les tentes, tu vas avoir une cuisine semi-professionnelle à acheter, il va falloir trouver l'équipement, il va falloir peut-être trouver, il va y avoir un baby-foot, il va falloir trouver le baby-foot, que sais-je. Plein de choses, en fait, qui sont des achats qui demandent du temps. Parce que trouver de la faïence, négocier avec un fournisseur de faïence, par exemple, ça va prendre du temps. Et tout ça, en fait, c'est du temps que je n'ai pas. Donc Camille, elle vient 4 jours, 6 jours par semaine, elle travaille de chez elle, et elle va appeler les fournisseurs, récupérer les devis, peut-être comparer les devis, me dire tiens ça c'est possible, ça c'est pas possible, lui il me dit que, etc. Les avoir au téléphone, les rappeler une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, appeler les fournisseurs d'accès Internet. Il va bien falloir mettre Internet, ça aussi, c'est prise de tête. Donc en fait, elle est la directrice des achats et elle s'occupe effectivement de rechercher les devis auprès des fournisseurs. Elle va aussi commencer à nettoyer des choses qui peuvent l'être. Et Camille, c'est la future responsable du gîte. Donc c'est super parce que ça lui permet d'être partie prenante dans le projet, de commencer à travailler dessus, de savoir
ce qui se passe, de commencer à remettre en place les choses, de décider aussi d'un certain nombre de choses, parce qu'elle a son mot à dire. Alors, tiens, ça je trouve ça plus joli, ça je trouve ça moche, ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. Donc d'être impliquée dans le projet. En avril, quand elle va être aux manettes, parce que c'est elle qui va recevoir les gens, qui va leur répondre, qui va leur présenter les lieux, qui va s'occuper de gérer l'équipe de ménage, qui n'est pas encore en place elle par contre, eh bien elle va pouvoir être déjà directement impliquée dans le projet. Vous avez également deux personnes, David et Agathe. David et Agathe, c'est l'équipe commerciale. Pourquoi l'équipe commerciale? Eh bien tout simplement parce que ça n'est pas... si le gîte ouvre le 3 avril, ça veut dire que je veux avoir une location le 3 avril. Que je veux avoir dès maintenant des locations pour l'été 2020 et peut-être même l'été 2021. Parce que si c'est fait pour des mariages, on ne se marie pas de la veille au lendemain. C'est pas tout d'un coup le 15 juin, on se dit tiens, je vais me marier le 1er juillet, 50 personnes, c'est sûr, je vais trouver un lieu. Donc, il va falloir s'y prendre un peu à l'avance. Et par rapport à ça, je suis même déjà plutôt en retard. Tant pis, la première année, on fera ce qu'on peut. Mais donc, je vais le plus tôt possible commencer à commercialiser, à mettre des annonces pour pouvoir louer le gîte. Pour ça, il va falloir un certain nombre de choses et c'est là où David, Agathe vont intervenir. Alors, David, il va s'occuper de mettre des annonces, il va notamment s'occuper effectivement de mettre des annonces sur différents sites, sur notre site internet, etc. Il va s'occuper des tarifs, on en reparlera, on fera une vidéo spécifique par rapport à la mise en location. Agathe, c'est mon arme secrète. Je ne vous en parle pas cette fois-ci, je vous en parlerai la prochaine fois. Et d'ailleurs, vous verrez la réunion que j'ai faite avec elle et David il y a quelques jours seulement. Alors, voilà pour l'équipe telle qu'elle est constituée aujourd'hui. Il manque du monde. En réalité, il manque l'équipe de ménage que je vais constituer d'ici peu de temps. Et puis, il manque également une personne qui va quand même être essentielle, qui est la personne qui va s'occuper du jardin. Et cette personne-là, avec un peu de chance, elle va faire le jardin et elle va occuper la dite maison de gardien, le bâtiment E. Regardez les plans que je vous ai présentés la dernière fois. La maison de le gardien, le jardinier, c'est aussi une annonce que je vais mettre prochainement. Alors, si vous vous demandez comment on fait pour recruter une équipe de ce genre-là, d'abord, cette équipe-là, chaque personne va travailler dans sa spécificité, 2 jours, 4 jours, 6 jours, 8 jours par mois. Donc, ils ne sont pas à temps plein. Ils sont tous indépendants. Donc, auto-entrepreneurs, entrepreneurs, ils ont leur entreprise, ils me font des factures et je les paye. Si j'étais un particulier, je pourrais les payer en chèque emploi service. Je ne suis pas particulier, je suis entreprise, donc c'est forcément des factures. Et puis, eh bien, ces personnes, comment je les ai trouvées? Tout simplement par, on est en France, le site Le Bon Coin. Si vous êtes à l'étranger, si vous regardez cette vidéo alors que vous êtes en Belgique, vous êtes au Canada, bien évidemment, vous allez pouvoir vous en inspirer également. Eh bien, je suppose que vous avez des journaux de petites annonces. Il suffit juste d'être clair sur les conditions financières, d'être clair sur le temps de travail, d'être clair sur le poste, d'être clair sur les conditions de rémunération sur facture, sur présentation de facture, et vous allez trouver une ou plusieurs personnes qui correspondent à vos profils, à ce que vous recherchez pour vous aider. Encore une fois, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le fait que le temps c'est de l'argent, mais en l'occurrence, je n'ai pas le temps et je n'ai pas du tout envie d'attendre 2 ans, 3 ans, 4 ans avant d'ouvrir. Donc c'est aussi pour ça que je ne vais pas faire les travaux, moi, le week-end, même si, petit 1, je les ferai mal, deuxièmement, j'en aurai pour des lustres, que je vais faire appel à des équipes de professionnels, mais aussi que j'ai mis en place Sébastien, Camille, David et mon arme secrète pour pouvoir aller plus vite au but. Voilà, donc je vous laisse maintenant avec une présentation des bâtiments tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire avant travaux, pour que vous ayez une vision de ce que c'est, que vous puissiez suivre les épisodes suivants, puisque dans les épisodes suivants, je vais vous montrer au fur et à mesure les travaux, donc autant savoir avant pour pouvoir constater le avant-après. Ça, c'est une première chose. La semaine prochaine, on se retrouve avec une vidéo entièrement consacrée au devis, à l'analyse des devis, aux chiffres, au budget,
Donc on va parler chiffres la semaine prochaine. À très bientôt et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà la future salle de réunion, de réception qui servira à accueillir les invités des mariages ou des événements professionnels. On va rentrer ensemble. Donc là, bien sûr, état brut. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on va avoir comme travaux à faire dans cette chose-là? Donc je vais allumer la lumière. L'électricité en passant. Les murs qu'on va piquer, des ouvertures. On va faire isoler les plafonds, faire des Velux dans les plafonds. Voilà. Ouverture pour aller dans les cuisines et pour aller vers les sanitaires. Le sol, bien sûr, puisque pour l'instant on est sur une grange, donc totalement brute. Voilà. Donc là, la partie salle à manger, salle de réception, bien évidemment en norme ERP, établissement accueillant du public. Et là, vous imaginez qu'avant de sortir, on a la véranda. Pourquoi une véranda? Parce que la salle est un tout petit peu petite. Elle fait 75 mètres carrés et j'ai besoin de pouvoir accueillir pour un mariage classique 100-120 personnes. Donc là, il faut imaginer que dans cette partie-là, que je suis en train de vous montrer, on va avoir une terrasse et une véranda. Donc, la porte qui va peut-être rester, mais qui sera doublée par une porte fenêtre traditionnelle. Et ici, à peu près à hauteur de ce que vous voyez, donc une véranda d'une 50aine de mètres supplémentaires pour pouvoir accueillir les invités. Je passe par l'extérieur puisqu'il n'y a pas d'ouverture encore aujourd'hui. Et donc vous avez ici la porte de ce qui est aujourd'hui un garage qui va donc disparaître. Cette porte-là, elle va être remplacée par une verrière, une grande porte vitrée. Et on va avoir de l'autre côté, aussi bien la cuisine semi-professionnelle que les sanitaires. Donc tout ça, je vais vous remontrer sur les plans. Mais là, vous avez effectivement la partie qui va correspondre à la cuisine. Et dans cet angle-là, on va effectivement mettre les sanitaires. Donc, ce garage avec une porte vitrée où on peut rentrer, où les traiteurs vont pouvoir préparer les repas. Donc, on est maintenant dans ce qu'on pourrait appeler la maison principale, puisque c'était la maison qui était occupée par les anciens propriétaires, qui est partiellement déjà retravaillée. Ici, il faut imaginer que vous aviez une pièce qui était toute jaune. Donc ça faisait beaucoup de jaune. D'ailleurs, vous allez voir à l'étage, on est très en jaune. Donc on a mis un petit peu de blanc. Donc on a commencé effectivement les travaux. Vous ne verrez pas ça tout à fait en état d'origine. Là, vous avez les choses qui sont nécessaires forcément pour les travaux. Vous avez une salle à manger qui est, elle, jaune et qui va rester dans les tons jaunes. Et puis une véranda. Alors pareil, je ne vais pas vous dire ce qu'on va en faire, mais effectivement, je vous saurai un petit peu plus tard dans la rubrique décoration aménagement qu'est-ce qu'on va faire de cette véranda qui fait aussi partie du charme de la maison. Donc, salle à manger, refaite, on va commencer à meubler, à mettre des choses. Cuisine qui a été aussi refaite en partie. On a pris le parti de garder les meubles de la cuisine, mais par contre de retravailler les plans de travail puisqu'ils étaient à petits carreaux rouges. Je dois avoir une photo quelque part qui montre les plans de travail d'origine. Donc on a retravaillé effectivement les plans de travail pour que ce soit un petit peu plus riant. Là on est en mode intermédiaire, pas tout à fait avant, mais je dirais pendant travaux. Voilà. Dernier bâtiment que je voulais vous montrer, c'est le gîte dans lequel vont dormir à peu près 18 personnes. Donc un rez-de-chaussée, un étage, voilà, tout ça étant très dans son jus encore. Et vous allez le voir, on va faire un petit tour à l'intérieur. Et donc bien évidemment, fera l'objet d'une rénovation comme le reste. Donc j'ouvre la porte de la grange et là vous êtes
dans la partie, voilà, la partie centrale. Donc le gîte, la salle à manger, l'escalier qui va être refait, des mangeoires qui vont disparaître, pas toutes mais une partie. Voilà. Et donc on va pouvoir, alors je ne vais pas monter à l'étage avec la caméra, mais je vais juste vous montrer cet étage qu'on voit ici, grande hauteur sur le plafond, qu'on va même pouvoir couper encore pour ne pas avoir un toit très pointu. C'est pas très joli et ça ne sert pas à grand chose.